Bonjour à tous. La fin du premier trimestre est la période où nous sortons de l'hiver au moment de Pourim et allons rentrer de plein pied dans le printemps à Pessah. C'est aussi le moment de prendre quelques jours de vacances, autant pour Yossi que pour moi. C'est pourquoi pour ce vendredi et celui de la semaine prochaine, je vous propose 2 rediffusions. Tout d'abord, souvenez-vous, il y a 5 ans, le 13 janvier 2017, Carole Glassman recevait Lucien Metzmann, membre de la communauté de Cannes, mais aussi ancien président de la communauté de Dijon. Chers amis auditeurs, bonjour. Carole Glassman au micro. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi à 11h pour Judaï Cannes, le journal des activités de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Chaque semaine, je vous fais découvrir un portrait d'un membre actif, homme ou femme, de la communauté et qui nous raconte son histoire, son parcours. Mon invité aujourd'hui est Lucien Metzmann, membre cotisant et actif de notre communauté depuis 2009, ancien président de la communauté juive de Dijon des années 75 à 82, président de l'appel unifié des années 73 à 90 pendant 15 ans, président du club des Maccabis. Il nous expliquera qu'il avait relancé le sport au niveau de son équipe de volleyball à Dijon. Et il a développé l'espace culturel également à Dijon. Donc, je me tourne vers notre invité, Lucien Metzmann. Bonjour. Carole, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. J'ai souhaité aujourd'hui, Lucien, que vous nous exprimiez et que vous nous racontiez un petit peu votre parcours, qui est un peu atypique parce que vous êtes né dans la région parisienne, vous avez vécu à Cannes, vous êtes reparti à Paris, vous êtes reparti après à Dijon et pour revenir vous installer à Cannes. Donc, première question, racontez-nous un petit peu votre histoire. Votre naissance, vos origines. Comme vous venez de le dire, je suis né à Paris il y a déjà quelques dizaines d'années. Mes parents venaient d'Europe centrale, ma mère de ce qu'on appelait la Pologne russe, très près de Cracovie, et mon père, il était né en Bessarabie, qui était la Roumanie russe d'avant la guerre de 1914. Ils se sont rencontrés à Paris, ils sont venus d'ailleurs tous les deux à Paris, mon père dans les années 1905 et ma mère dans les années 1910. Ils se sont rencontrés à Paris, mariés. J'ai été le 3e enfant. Et le petit dernier. Une petite d'une fratrie de 3 garçons. 3 garçons. Et nous avons vécu bien heureux, tranquilles, dans la région parisienne d'abord, puis à Paris, dans le 4e arrondissement, qui est un arrondissement, le Pletzel, dirons-nous, rue Saint-Paul, et jusqu'à la guerre. Puis il se trouve qu'à la guerre, eh bien, nous avons eu le plaisir de recevoir des hôtes charmants, un petit peu habillés en vert, qui nous ont fait rapidement comprendre qu'il fallait peut-être faire attention. Alors, mon père, qui avait certainement beaucoup de relations avant-guerre, puisque j'ai le souvenir d'avoir été petit, assisté à des repas où des étrangers venaient, mangeaient, discutaient un peu, parlaient dans une langue incompréhensible pour moi, qui devait être certainement du yiddish, et puis repartaient, je ne les revoyais jamais. Donc c'était des gens qui venaient d'Europe centrale, qui, par je ne sais quel organisme, étaient dirigés vers nous pour un petit repas ou une assistance, et repartaient. C'est ce qui vous a permis de c'est ce qui a permis certainement à mon père de comprendre que nos hôtes en vert, les petites troupes allemandes, n'étaient peut-être pas si gentils que ça. Et très rapidement, quand il s'est agi de faire mettre sur le carte d'identité des parents le tampon juif en lettres rouges sur une carte d'identité jaune, ça j'ai eu l'occasion d'en voir d'autres, eh bien mon père a décidé de quitter Paris et la belle rue Saint-Paul pour
des cieux meilleurs, de l'autre côté de la ligne de démarcation, où il est parti avec mon frère Puinet en premier, puis après ça a été mon frère aîné qui est parti dans un deuxième voyage différent, et puis en dernier, avec ma mère, nous avons quitté Paris un vendredi, le dernier vendredi du mois de novembre 1941, pour venir à Cannes. Il se trouve que par la suite, la famille d'Angleterre faisait la même chose quand ils ont commencé à prendre l'avion. Ils ne voyageaient pas en même temps avec les enfants. Donc vous avez été lycéen au lycée Carnot, hein, c'est ça, ou étudiant? Alors, je suis arrivé à Cannes, mais j'avais un petit peu plus de 10 ans. J'étais d'abord à l'école communale, qui était qui est actuellement l'école... j'ai oublié son nom, mais ça reviendra tout à l'heure. Et au bout d'un an, je suis parti au lycée Carnot, j'ai passé ma 6e. Puis sont arrivés les Américains qui ont débarqué en Afrique du Nord. Or, les Allemands ont franchi la ligne de démarcation. Et nous avons eu le plaisir d'avoir d'autres troisièmes envers, mais qui avaient un accent beaucoup plus sympathique, qui étaient les Italiens. On a vécu l'occupation italienne d'une manière insignifiante. Il y avait une vigie sur la promenade de la Croisette. Ils avaient quand même fait une guérite sur la Croisette. Il y avait une vigie avec un fusil. À part ça, nous avions le plaisir d'être nourris grâce à des jeunes filles gentilles qui devaient un peu fraterniser avec leurs cousins italiens. Il ne faut pas oublier que l'Italie était souveraine des Alpes-Maritimes jusqu'en 1860. Ou 61, j'ai oublié. Et ensuite... Et donc on était nourris avec des vermicelles, des spaghettis. Et ensuite, quand l'armée italienne, enfin le Badoglio qui avait succédé à Mussolini, a fait l'armistice, les Allemands sont arrivés, ont envahi les Alpes-Maritimes, les deux Savoies, et ils ont fait prisonniers les soldats italiens. Et j'ai eu l'occasion de voir des soldats italiens avec les pelles sur l'épaule, en section, avec des soldats allemands qui les entouraient sur vélo, avec l'arme, et ils allaient faire les fortifications, des obstacles anti-chars. Toutes les rues de Cannes qui débouchaient sur la Croisette avaient des obstacles anti-chars, et il y avait aussi des obstacles anti-chars en bas du boulevard Carnot, à partir de la place Vauban. Et ça, ce sont les soldats italiens qui les ont fait. J'ai vu ça. Puis après, quand les Allemands sont arrivés, donc mon père a décidé une fois de plus de changer de nom. On a déménagé, au lieu d'habiter avenue Alexandre III, nous sommes dirigés vers la Croix-des-Gardes avec des faux noms. Puis on y est resté quelque temps. Mon père ayant appris qu'il y a eu des déportations, des rafles chez les Juifs cannois, mais il a décidé de repartir. Alors lui, il est reparti de son côté le premier, sur la région parisienne. Puis après, ça a été mon frère. Mon deuxième frère est parti, lui, en ferme en Auvergne, et moi, avec ma mère, en dernier, nous sommes remontés sur la région parisienne, où nous avons vécu la fin de la guerre. Voilà. Et c'est là donc vous avez poursuivi vos études, votre scolarité. J'ai poursuivi mes études au lycée Charlemagne, toujours placé dans le grand quartier de l'île de Paris. Et j'ai eu d'ailleurs le plaisir de faire du sport là où avait habité ma mère, là où il y avait son immeuble, rue des Jardins Saint-Paul, parce que tous ces groupes d'immeubles ont été démolis. Et si vous passez un jour par la rue Charlemagne et la rue des Jardins Saint-Paul, vous verrez une magnifique fortification, mur d'enceinte de Philippe Auguste. Eh bien, mes grands-parents habitaient là quand ils sont arrivés de Pologne. Il y avait beaucoup de cours intérieurs dans ce quartier. Mais ça avait été démoli, oui, mais ça avait été démoli. Alors maintenant, ce qui est en évidence, ce sont les magnifiques fontaines et autres murs qui datent de l'époque. Alors revenons, si vous le voulez bien, cher Lucien, à votre formation de base donc dentiste. Vous vous installez vers Saint-Mandé et ensuite vous décidez de rejoindre la ville de Dijon. Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'années, arrivé à un âge certain, puisqu'après mes études, je suis allé 2 ans en Algérie, comme beaucoup de jeunes gens de mon âge. Et puis, quand je suis revenu, eh bien, j'ai cherché à un petit peu m'amuser, puis j'ai fait la rencontre d'une belle jeune fille. Oui.
Et nous nous sommes mariés. Et au bout de quelques années, nous avons décidé de quitter Dijon, de quitter Paris parce que on ne pouvait pas vivre. Et nous sommes. Le sort a voulu que nous soyons. On a atterri à Dijon. Voilà. D'accord. Nous marquons une toute petite pause, cher Lucien. Dans quelques instants, chers amis, vous allez nous retrouver pour la fin de l'émission Judaïkan. Chers amis, nous nous retrouvons avec Lucien Messmann, membre actif de la communauté juive de Cannes et ancien président de la communauté juive de Dijon, qui va nous relayer un petit peu son parcours, son itinéraire en tant que président de la communauté juive de Dijon. Donc, Lucien, pouvez-vous nous détailler un petit peu ce qui vous a... comment vous êtes venu à être président? Qu'est-ce qui vous a amené à ce titre, à cette fonction, à cette action? Il se trouve que quand je suis arrivé à Dijon, immédiatement nous avons contacté, comme on connaissait personne, nous avons contacté la communauté juive de Dijon et nous sommes inscrits. Et il se trouve que mon père était à l'époque vice-président de la synagogue, enfin du conseil d'administration de la synagogue rue des Tournelles, place des Vosges. Donc quand il est arrivé, quelquefois il est venu nous voir à Dijon, et puis comme tout bon juif, il allait au café sur la place centrale, où il a eu l'occasion de rencontrer quelques juifs de son âge à peu près, retraités. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il a fait connaissance avec le vice-président de la communauté de Dijon, puis de fil en aiguille. Bref, j'ai été élu au conseil d'administration. Mon père est décédé à l'époque, mais j'ai été élu, alors que je me rendais à Paris, j'ai été élu au conseil. Étant ashkénaze et mon épouse séfarade, je faisais un bon compromis parce qu'à l'époque il y avait déjà des dissensions entre les juifs ashkénazes qui devenaient de plus en plus rares et les juifs qui nous venaient d'Afrique du Nord qui eux voulaient de plus en plus dominer. Alors ça s'est traduit quand le président était un petit peu malade, actuel de l'époque était malade, M. Wormser. Il y a eu une petite élection et j'ai été élu président de la communauté de Dijon. Non, j'ai été élu au conseil d'administration d'abord. Puis, quand il a arrêté de faire son d'exercer, parce qu'il était malade, il a fallu désigner un président. J'étais tout trouvé. J'étais le dernier à dire non. Donc j'ai été obligé d'accepter, parce qu'on est venu me démarcher. Et qu'est-ce qui vous a séduit justement dans cette fonction? Eh bien, c'était, je pense, l'hérédité, parce que mon père avait été vice-président, il avait aidé à recréer la communauté juive ashkénaze de la place des Vosges, dans les années 60, avec le rabbin Liché, celui qui m'a marié, et qui a marié aussi ma fille aînée. Et j'ai pas su dire non, finalement j'ai dit oui, et puis je suis devenu président de la communauté. C'était en 75, un an après Giscard, et j'ai fait exactement 7 ans comme lui. Et il se trouve qu'on a eu des hauts et des bas. Quelles sont les actions dont vous avez, justement, que vous avez créées et dont vous êtes fier? Quelles sont les... D'abord, mon premier travail, ça a été de recouvrir le dôme de la synagogue, de faire recouvrir le dôme de la synagogue qui commençait à désirer. Et j'ai fait appel à certains... La cotisation bref, nous avons recouvert le dôme et j'ai fait des démarches pour ça auprès du maire, etc., des emprunts. Bon. Et ça, c'était les difficultés. D'autres difficultés, ça a été quand il y a eu l'attentat à Copernic. Alors là, ça c'était 5 ans après, facilement. Et c'est là où mon épouse a décidé qu'il ne fallait plus que je sois président, parce que devant ma porte, il y avait en permanence une voiture de police, il y avait des fois des motos, des motards. Puis vous étiez en activité aussi, vous n'étiez pas... Alors non, ça a été
les points négatifs. Le point positif, c'est que nous avons, avec une bonne équipe, célébré le centenaire de la synagogue de Dijon, et où nous avons organisé ça d'une manière assez grandiose, suffisamment importante pour que 2 ans plus tard, le président de la communauté de Bordeaux me téléphone pour demander comment ça s'était passé. Comment nous avions pu avoir une telle renommée dans les conseils, des communautés juives de France. Voilà. Et vous avez mis au point, vous avez créé le club des Maccabis. Vous avez une équipe de volleyball. C'était tout de suite après je dirais, ma mission des 7 ans de présidence. Est arrivé à Paris un monsieur Lévy, qui était assez sportif, qui voulait faire relancer un petit peu les jeunes, et qui m'a contacté. Et toi qui as quand même une certaine notoriété dans la communauté, aide-moi. Je l'ai aidé, nous avons recréé un club Maccabis pour les jeunes à Dijon, et oui, on a forcé un petit peu sur le volleyball. À part ça, j'ai eu d'autres activités, comme président parce qu'il faut, quand on est président d'une communauté, il faut avoir énormément de casquettes. Alors j'étais président du Maccabi, président de la communauté, président de l'appel unifié aussi, j'avais la notoriété toujours, j'allais démarcher les récalcitrants. Je ne pressais pas le citron, mais presque. Est-ce que vous voyez des similitudes entre votre fonction de président à l'époque et la fonction qu'occupe Gérard Bavard, notre président aujourd'hui? Dans toutes les communautés, il y a eu un problème. Régler la vie communautaire, parce que le juif n'est pas commode, surtout pour réclamer les cotisations, régler les différends entre communautés différentes et également les problèmes, c'était quand on est président de recevoir des coups de téléphone à n'importe quelle heure. Oui, voilà. D'être disponible. D'être disponible. Alors quand à l'époque j'avais quand même des enfants qui étaient très jeunes, et quand on recevait un coup de téléphone vers 11h, parce que la personne elle pensait à ce moment-là qu'il fallait téléphoner au président, ça me faisait un peu juste. Mais enfin, de plus loin que je me souvienne, le président de la communauté rue des Tournelles faisait un appel de fond. Le président de la communauté de Nancy faisait des appels de tout ça à Kippour, dans leur discours. Oui. Le président faisait toujours. Et à Dijon, je faisais la même chose, et je constate que monsieur le président actuel, Gérard Bavard, fait la même chose. Il a toujours besoin d'argent. Un président a toujours besoin d'argent, parce qu'il a toujours quelque chose à faire, des travaux, organiser des repas, un studio de radio, il y a toujours... Oui, là d'ailleurs nous étrénons, merci de nous faire rappeler, nous étrénons pour la première fois notre studio de radio qui a été créé par Alexandre Rosenberg, et nous en sommes ravis. Voilà, donc je vous laisse, chers auditeurs et chers téléspectateurs, à découvrir ce magnifique studio d'ailleurs qui est très agréable. Alors, Lucien, pour terminer cette étape de Dijon, vous venez vous installer à Cannes, et aujourd'hui vous êtes un des rares Cohen au sein de la communauté juive de Cannes. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Cohen et comment on est Cohen? On ne devient pas Cohen, on est Cohen par définition. Le titre de Cohen, c'est celui qui est habilité à, celui qui peut. Et ça a été le titre du premier Cohen qui était, enfin officiel, qui était Aaron, frère de Moïse. Et ce titre a été transmis, et ça ne peut se transmettre que par les hommes de père en fils. Donc, alors il y a des Cohen qui maintenant ne sont plus Cohen parce que il y a eu des mariages non autorisés, non orthodoxes, c'est-à-dire qu'un Cohen doit obligatoirement se marier avec une jeune fille. Il doit y avoir un mariage, puis il ne peut pas se remarier avec une divorcée. Il ne peut se remarier qu'avec une vierge, une jeune femme vierge. Ce qui fait que beaucoup de Cohen
En plus, il y a eu des familles où le Cohen a épousé une non-juive, donc automatiquement ça se perd. Voilà. Bien. Alors donc on est Cohen et en plus un Cohen. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Attendez, le Cohen, un véritable Cohen dans son nom. Il est Cohen et il peut exercer parce que je suis Lucien, fils de Henri, à Cohen, c'est-à-dire en exercice. Laser Ben Chaim à Cohen. Et on est Cohen de père en fils, et quand mon grand-père est arrivé de Russie ou de Moldavie à pied, quand il est arrivé en France, à Paris, il a dit qu'il était Cohen, mais tout le monde l'a cru. C'est évident, on ne va pas usurper un titre. Alors, le Cohen, des interdictions. Oui. Il ne peut pas toucher un cadavre, il ne peut pas aller dans un cimetière, sauf pour ses très proches. Son père, sa mère, son conjoint, et c'est l'exception, ses frères, sœurs ou enfants. Et le Cohen doit automatiquement le privilège, comme il ne peut plus, depuis la destruction du temple, pratiquer les sacrifices journaliers qui étaient comme c'est expliqué à Kippour, ne peut plus faire les sacrifices. Donc le Cohen, à la place, fait la première montée à la Théba. En plus, et on lui rachète le premier dé quand c'est un garçon. Voilà, je vois je pas crois qu'on a grand-chose fait le d'autre. tour. Voilà. Lucien, une dernière question. Oui. Vous avez plus de 80 ans. Oui. Quel est votre secret de jeunesse? Mon Vous en avez plusieurs. Mon secret, d'abord, c'est physique et psychologique. Alors, physique, eh bien... Vous êtes sportif, toujours sportif. Oui, mais j'ai toujours bougé, beaucoup. Dans notre enfance, nous étions obligés de bouger parce qu'on marchait ou on faisait du vélo. Et j'ai toujours bougé. En plus, j'ai surveillé un petit peu mon alimentation. J'ai fumé dans ma jeunesse, mais ça fait plus de 50 ans que je me suis arrêté. Et vous jeûnez une fois par semaine. Et je jeûne un c'est jour ça par aussi. semaine, qui est le mardi. Voilà. Et je jeûne complètement. C'est-à-dire, je bois, mais je ne mange pas. Et moyennant quoi, je fais beaucoup d'activités physiques. En été, pendant 6 mois, je vais nager. Vous tous nagez, les mais jours. des kilomètres, hein, je crois. Je nage à peu une près dizaine. 2 kilomètres tous les jours. Voilà. En été. Bien, cher Lucien, notre émission Judaïque-Cannes touche à sa fin. Et je vous remercie pour toute l'histoire que vous nous avez racontée. Et j'aimerais bien vous inviter une autre fois, parce que vous êtes un passionné d'histoire, avec une spécialité où vous connaissez bien la famille des Rothschild. Oui, c'est une famille qui m'a beaucoup intéressé. très beau faut dire que parcours, l'ancêtre des Rothschild, par hasard, est décédé le jour où Napoléon est entré à Moscou. Lucien Messmann, merci. Merci beaucoup. Judaïka donc se termine aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai reçu je vous rappelle que j'ai reçu Lucien Messmann, membre cotisant de la communauté juive de Cannes. Si vous souhaitez une information importante à noter, si vous n'avez pas écouté toute l'émission, si vous souhaitez la faire partager, rendez-vous sur la page Facebook de Judaï-Cannes ou sur le site internet du Consistoire de Cannes. Et je vous rappelle qu'il y a une chaîne YouTube Judaï-Cannes. Je vous dis à vendredi prochain à 11h pour Judaï-Cannes. N'oubliez pas d'apporter de la joie et du bonheur pour vous et vos proches et dites-leur que vous les aimez. Bonne semaine!